You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour le 7e épisode de la 4e saison de Cold Facts. On commence avec Genève qui en 8 matchs compte 7 défaites, la dernière contre Davos mardi soir. On va regarder ce qui ne va pas du côté du bout du Léman. On enchaîne avec Ajoie qui doit composer avec la blessure d'Azen, la blessure d'Asselin et un Devos incertain. Ça devient vraiment compliqué pour le contingent des étrangers de Guéry-Chian. On enchaîne avec Lausanne. Il y a eu ce Genadzi Sekac Gate. On va revenir là-dessus. Mais au niveau sportif, ok, il y a la défaite contre Zurich 3-2. Mais derrière, belle victoire 4-1 contre Lugano. Ça va pas si mal du côté de Lausanne. Il manque peut-être un petit peu de constance. On enchaîne avec Bienne. On va parler de Damien Brunner, on va parler de Ugly, on va parler de Yakovenko et de cette victoire 4-2 contre Zug pour le leader biennois. On enchaîne finalement avec Fribourg et un petit peu de NHL-AHL. Mais du côté fribourgeois, c'est 5 sur 5 en championnat. C'est 5 victoires en 5 matchs de Champions League. Tout va bien du côté de Gauthieron avec un Dernay qui est au sommet de sa forme. Connor Hughes qui pallie parfaitement l'absence de Berra et une ligne avec des joueurs comme Marchand, Jörg, Walzer qui en ce moment sont vraiment très très bons. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va super bien. On est ensemble pour cet épisode, on n'est pas à distance, donc forcément tu sais bien que ça va. Exactement, il n'y aura pas de femme de ménage pour me casser les pieds et nous forcer à nous taire au bout d'une heure. Le pire, c'est qu'en plus, tu m'as raconté, hein, attention, on dévoile les coulisses, c'est quand t'es sorti à 11h03 de ta chambre et ils étaient 3 à faire le peloton, C'était terrible. hein, le planton devant ta porte. Après, je leur ai parlé du podcast, mais non, c'est pas vrai. Mais oui, 3 minutes de retard, nous deux qui sommes très fans de Friends, pensons évidemment à Russ Geller qui sort de sa chambre à l'heure pile. Alors là, j'ai fait encore pire. Avec les piles de la télécommande. Même pas là. Mec, 3 minutes de retard. C'était pour la bonne cause, mais c'est vrai que c'est quand même plus simple quand on est en face. Hein. Exact. Après la bonne cause, pour parler de Genève en ce moment, c'est vrai que s'il fallait faire un téléthon, c'est pour les 8 derniers matchs, c'est 7 défaites. La seule victoire, c'était contre Ajoie au penalty en Ajoie. Alors, c'est pas facile d'aller gagner à Ajoie, hein. C'est un petit peu comme la Valachia à l'époque. Ce match, ça me fait un peu penser à de nouveau une référence, désolé, mais à South Park, la fureur de perdre, où les deux équipes veulent perdre et c'est pour pas aller plus loin dans le championnat des enfants de baseball. Et là, en fait, il fallait bien que quelqu'un le gagne ce match et Genève a gagné au tir au but, quoi. Mais ce qui fait que ça rassure pas tellement, je pense, les fans de Genève. Et on va commencer par Genève Servette, donc dernière défaite en date. Il y en a, je disais, 7 en 8 matchs. On est sur une série de 3 revers consécutifs. Et puis mardi soir, tu étais au Verneb, c'était le seul match puisqu'il y avait la Champions Hockey League. Et ils ont perdu. Après le 10-4, on reviendra sur ce match contre Ambry. Il y a eu ce 3-2 contre Davos. Donc il y a du mieux. Mm-hmm. Mais on a l'impression que sous les casques genevois, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Oui et non en fait, dans le sens où ils ont été menés 3 fois au score, 2 fois ils sont revenus. Mais là où je te donne par contre raison, c'est quand tu reviens à 2-2 à la 32e, à la 33e minute. 57 secondes après. 50 secondes après, c'est directement le 3-2. Donc oui, il y a un petit truc qui est compliqué actuellement. Maintenant, ce match contre Davos, moi je trouve que c'était, au niveau du contenu, défensivement, c'était un retour, on va dire, à la normale après cette soirée un peu paranormale de samedi contre Ambry avec 10 buts encaissés. Défensivement, c'était solide. Ils n'ont pas laissé grand-chose à Davos. Finalement, quand tu es dans le doute, c'est presque la partie la plus facile, entre plein de guillemets, à maîtriser. C'est ta défense, c'est d'être structuré, c'est d'être solide devant ton gardien, c'est d'appliquer un schéma défensif et de bien défendre. Tu as moins besoin de cette confiance qui doit être présente pour réaliser le bon geste, pour faire la bonne passe, pour allumer la lucarne et non le plastron du gardien, où là, il faut peut-être que ça tourne rond sous le casque. Voilà, tu repars de l'arrière, tu te restabilises et c'est exactement ce qui s'est passé là. J'ai vraiment l'impression que le discours de Patrick Aymon était dans ce sens-là. C'était bon, les gars, il faut qu'on revienne à des choses un peu plus simples, un peu plus solides et puis commençons par bien défendre et
le reste va venir tout seul. C'est à peu près ce qui s'est passé parce que ce match-là, ils peuvent le gagner comme ils peuvent le perdre. Ça peut tourner dans les deux sens. Le problème, c'est que la pièce, elle tombe du mauvais côté sur cette rencontre-là. Ouais, on regarde comment dire, la barre des expected goals et des chances de marquer. Je crois que Genève est légèrement au-dessus finalement de Davos. Ça devait, si on se réfère qu'aux chiffres bruts, ça aurait dû faire 2-2 et puis se décider soit en prolongation, soit au penalty. Puis finalement, bah, il manque quelque chose à Genève et j'ai l'impression que l'année passée, plutôt la saison passée, ce match-là, il aurait tourné en faveur de Genève sans doute. Je me demandais aussi, par rapport à Gauthier Desclous, qui est maintenant un petit peu blessé, là il est revenu, mais on va dire que l'état physique, il est pas à 100%. On se dit pas, c'est bon, devant le filet, c'est Gauthier Desclous, s'il y a un back-to-back, eh ben, on va mettre l'autre gardien. Non. Là maintenant, on est un peu à se dire, j'espère que Desclous est en santé et qu'il peut rester devant le filet, parce qu'on a vu quand on a offert le filet à Charlin, par la force des choses finalement, d'une certaine manière, ça s'est mal passé la dernière fois, puisque c'est lui qui était devant les filets pour le match contre Ambry. Mais Desclous, l'année passée, il était... En anglais, quand ils utilisent la stellar performance, un truc où il est vraiment incroyable, cette année, c'est plus compliqué. J'ai l'impression qu'il a peut-être juste manqué le save incroyable qui fait que c'est pas 3-2. Il y a peut-être un contre derrière, c'est 3-2 pour Genève. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et là, moi, il y a quand même une des décisions que j'avoue, je ne remettais pas en cause avant la saison, mais force est de constater qu'on peut gentiment la remettre en question. C'est de ne pas avoir gardé Daniel Manzato comme deuxième gardien. Mais effectivement, on remet pas en cause parce qu'on était tous à dire, un moment, il a mérité son filet de numéro 1 et je suis pas en train de dire que Desclous est devenu une pive ou j'en sais rien quoi. C'est juste que le duo Desclous-Manzato fonctionnait bien. Ça permettait peut-être aussi de temps en temps de pouvoir compter sur un backup très solide. Ouais. Là, Charlin, on l'a vu, malheureusement, il s'est fait trouer contre Ambry. Il nous fait presque un noircissage durant le dernier tiers. Il y a 10 tirs cadrés, 6 buts. C'est quand même noircissage chaud. TM, si jamais un trademark, parce que c'est vraiment ton truc. Le noircissage, c'est vraiment c'est un concept que j'aime beaucoup. Il a tenté, il n'a pas réussi, mais c'est malheureux parce qu'on en rigole. Franchement, pour un jeune gardien qui se prend une soirée comme ça dans les dents, ça doit être vraiment difficile. Et j'ai beaucoup aimé l'action des fans de Genève Servette qui ont fait une banderole avant le match. C'était écrit Charlin, lâche rien ou quelque chose comme ça. Ils lui ont montré du soutien, contrairement finalement à sa défense qu'il a aussi abandonné samedi soir. Beaucoup de gens se posaient, moi aussi je me posais la question, pourquoi ils l'ont laissé devant le filet aussi longtemps. Le problème, c'est que ton gardien numéro 2, c'est Timo Chianov, qui a aussi une expérience très limitée. Ouais. Est-ce que tu te dis, est-ce qu'on en grille 2 ce soir ? Est-ce que, ma foi, on serre un peu les fesses et puis on espère que ça s'arrête ? Puis après, il y a le 7, 8, 9, 10 qui tombe quand même finalement assez tard. Oui. Parce que rappelons quand même que le 6-4, alors on y reviendra un petit peu plus tard, mais quand le 6-4 tombe, le match n'est pas fini à ce moment-là. Et oui, c'est le 6e but, mais vu qu'ils en avaient marqué 4, ils sont toujours plus ou moins au contact, et c'est ce but-là qui leur fait vraiment mal. Après, finalement, les autres, c'est un peu de la cosmétique, et c'est ce qui rend cette défaite mémorable dans le mauvais sens du terme. Moi, quand j'ai vu cette histoire de Charlin qui a une soirée difficile, ça m'a un peu fait penser à Damiano Ciaccio, je ne sais pas si tu te souviens. Début des années 2010, quand Christophe Baluet débarque de Chicago en prêt, au moment où il avait son contrat qui avait été racheté, bref, tout début de saison, ils avaient dû lui confier le filet parce que Huet n'était pas encore arrivé. Et premier match de la saison, c'est contre Bienne. Il se prend 7 buts. Enfin, il était chassé au bout de 5, sauf erreur. Et j'ai toujours en tête qu'il a fallu un moment pour qu'il s'en remette de l'une de ses premières titularisations en Liga. Et derrière, il est passé par la Ligue B, il a maturé en Ligue B et c'est devenu un gardien dominant en National League. On rappelle quand même qu'il était dans les 3 gardiens élus pour être gardien de l'année lors de la saison 2018-2019 avec Langnau. Mais il lui a fallu du temps derrière. Et moi, je sais pas, ça m'a fait penser à cette soirée de Ciaccio contre Bienne où c'était la catastrophe pour un jeune gardien. Et c'est assez difficile de voir ça parce que tu dis, le pauvre, il va s'en souvenir, quoi. Et ma foi, mais tu l'as dit, tu pouvais pas mettre Chianov parce que sinon, effectivement, est-ce que c'était la solution ? Est-ce que tu lui donnes pas le filet dans des conditions favorables de toute façon ? Et j'aurais trouvé que ça servait pas à grand chose en fait. C'était plutôt ça le truc. Ouais. Mais
bah voilà, ça a permis à Pestoni de nous faire une soirée Hockey Manager de timbrer. Si j'ai bien compté, ça faisait 192 points, un truc comme ça. Je vais quand même raconter une petite histoire. On a une petite draft avec des amis où tout le monde avait choisi un joueur, enfin plusieurs joueurs, mais sur une vraie draft. Le sort du quadruplé, on est quand même tous allés voir notre équipe en se disant mais c'est qui a Pestoni, c'est qui a Pestoni, et personne ne répondait dans notre groupe WhatsApp. Et il y a un gars, Jean-Fred, qui se réveille 2 jours après. Ah ouais, c'est moi qui avais Pestoni, alors que ça faisait les 10 autres joueurs se demandaient si c'était eux, parce qu'on a oublié qu'il y en a dans notre équipe. Complètement. La preuve. La preuve. Mais Bref. c'est qu'entre Hockey Manager et tout, j'avoue que notre draft, c'est plus compliqué à se rappeler qui tu as, tandis que l'autre, c'est quand même plus simple. Donc, Retour à Genève Servette. L'avantage de Genève Servette actuellement, c'est les étrangers qui vont bien. c'est les étrangers qui vont bien. C'est qu'ils Le ont... désavantage de Genève Servette, Non, c'est c'est les qu'ils étrangers. ont du temps maintenant parce qu'ils ont qu'un match ce week-end à Rapperswil et après le match d'après c'est vendredi suivant. Ils ont qu'un match ce week-end donc ils ont aussi un petit peu de temps. Patrick Aymon disait y aura-t-il des retours en vue du match de vendredi? Probablement pas. Ça veut dire que Rod, Richard, Pouliot, Mercier seront toujours pas là. Le premier nom que tu as dit, des 4, alors il y en a 4 qui sont importants, parce que Mercier aussi, il a de l'expérience et tout, mais Noah Rod, ouais, c'est... Il fait partie de ces joueurs, maintenant, j'ai l'impression, que dans une équipe, et qui plus est à Genève, c'est pas forcément parce qu'il est le capitaine, mais c'est qu'est-ce qu'il est important. On avait vu contre Fribourg en play-off quand il est arrivé, quand il était de retour dans le line-up, ça a changé la dynamique du match. Et il y avait pourtant Eric Fer, il y avait Linus Omar, il y avait quand même d'autres pièces maîtresses dans le, on va dire, dans le jeu de Patémon, mais Noah Rod, quoi. Oh là là. Puis surtout, ce qui fait qu'il pourrait devenir important, ou pas devenir, pourquoi il serait important qu'au moins lui revienne ou qu'un attaquant revienne. Parce que si c'est un des deux centres, Pouliot et Richard, ça te permet de redécaler Joël Vermin sur une des ailes. Et donc, ça marche. Hein. Parce que là, en l'occurrence, Vermin au centre de Miranda et Fulmin, c'est compliqué. Miranda, il est vraiment dans le dur. Ouais. Hier, il a une action monstrueuse. Il est quasi seul face au but vide. Et il y a le défenseur, je crois, qui tend la jambe et qui dévie le puck dans les filets en dessus. Ça, un joueur en confiance, il plante. Mike Fulmin qui joue en attaque, ben, ouais, c'est compliqué. Moy, on le voit pas. Et puis finalement, tu t'attends aussi à ce que les deux jeunes, Patry Vouillamo, qui jouent dans les deux premières lignes, qui sont mis dans des conditions. Qui sont dans des bonnes conditions. Et fasse quelque chose de plus, et actuellement ça n'arrive pas, il n'y a pas cette deuxième vague de scoring, on va dire, qui amène quelque chose, et il manque un peu de profondeur, c'est sûr, parce que ouais, comme je disais, Rod, Richard et Pouliot, ça pourrait te faire une ligne si tu veux, il y a deux centres, mais ça pourrait, c'est quasi une ligne d'attaque qui manque, et forcément bah, ça se remarque. Le point positif, défensivement ça fonctionne, Winnick il marque but sur but. Et Vatanen, on voit déjà qu'il s'est amené à pas être le patron. On passe dans une défense, il y a Temernes, il n'y a pas besoin d'un patron, j'ai l'impression, je crois qu'on a déjà ça. Mais il va amener vraiment quelque chose. Ça va aussi un peu permettre à Lecoultre et à Carrère de revenir gentiment aussi, de ne pas devoir forcer sur deux joueurs qui reviennent de blessure, mais de pouvoir un petit peu calmer tout le monde. Et à moyen terme, c'est intéressant qu'il y ait ce joueur-là. Des fois d'ailleurs, Temernes, Dieu sait qu'il est bon, mais... J'ai regardé dans le match contre Davos, de temps en temps, il tente. Alors, ça réussit la grande majorité, la grande partie du temps, ça passe. À un moment, il est contre la bande, est-ce que c'est en powerplay ou pas? Il fait une espèce de feinte de corps, toute bête et tout. Il met dans le vent le Davosien, alors que finalement, il est à la ligne bleue et que ça pourrait faire un compte derrière. Mais il ne se stresse pas. Pour ça, il est extrêmement fort, mais de temps en temps aussi, quand il est à la bleue, puis qu'il essaie un peu des jeux, et puis qu'il se fait contrer, parce qu'il y a une canne davosienne, ça peut créer des contres. Faut vivre avec le fait que de temps en temps, Tom Ernest, bah oui, il aime bien porter le puck, il est souvent sur la glace, donc... Puis il est humain. Exactement. On est un peu en train de s'en rendre compte, finalement, parce que j'avais l'impression que tu n'arrivais jamais à déceler des moments où Tom Ernest n'était pas terrible, ou était moins bon, ou à la limite moyen. Là, de temps en temps, il est moins dominant, mais ça reste le top scorer. Il a 13 passes décisives depuis le début de la saison. Il a certes qu'un but, mais il aligne les passes décisives. Là, il a 26 minutes contre Davos. Vatanen 24, donc ça baisse un tout petit peu le temps de jeu de Thomas. Un tout petit peu, mais ça baisse quand même.
Ouais, d'ailleurs, on a eu une question d'un de nos auditeurs. Est-ce que c'était une bonne idée d'engager Sami Vatanen alors que le problème est offensif? C'est Gaëtan Grossrieder qui disait est-ce qu'on en a vraiment besoin. Alors, il a l'immense plaisir de le voir en Suisse et je pense que, à part si on est borné comme supporter, puis parce qu'il est dans le club ennemi, on n'aime pas ça. Je pense que tout le monde est content de voir débarquer un joueur du calibre de Sami Vatanen, simplement parce que c'est plus agréable de voir des joueurs comme ça que des types qui savent à peine patiner. Donc, c'est quand même, il a un tir incroyable. La violence, en fait, la sécheresse de son tir est vraiment impressionnante. Lui compare ça un petit peu à Löffel. Est-ce que Berne a véritablement besoin d'un Romain Löffel? Et puis, donc, voilà, est-ce que c'était vraiment ce dont ils avaient besoin, justement, parce qu'on a l'impression que c'est en attaque que ça pêche un peu. Mais on disait aussi que ça partait depuis derrière. Alors, il y a ça. Puis, ça dépend aussi la confiance qu'a Genève Servette dans son futur, disons. Actuellement, oui, c'est compliqué. Et actuellement, si tu veux éteindre un petit incendie, t'engages peut-être un ailier qui va pouvoir te planter un haut de but, qui va t'amener une toute petite profondeur supplémentaire. Mais en même temps, si tu pars du principe que Rod, Richard et Pouliot reviennent assez rapidement au jeu, bah finalement, cet attaquant de plus, est-ce que ce ne sera pas un attaquant, pas de trop, il n'y en a jamais de trop, mais est-ce qu'il vraiment il va t'amener quelque chose de plus? Tandis qu'un Sami Vatanen, toute la saison, surtout si Pouliot devient suisse, ça, bon, bah, ça continue à être la running joke, on verra. Mais surtout si Pouliot devient suisse, jusqu'à la fin de saison, ton Vatanen, il sera là. Et défensivement, alors oui, il y a le Coultre, il y a Carrère, Vatanen, Temernes, Jacquemet, Mercier. Ça commence à avoir une solide gueule, on va dire. Et donc, moi, je comprends l'idée de ce choix-là. Et effectivement, comme l'expliquait Marc Gauci au moment de la signature, ça permet d'avoir le puck, d'avoir un peu plus le puck, d'avoir plus le contrôle du jeu par rapport à avant, où les sorties de zone étaient systématiquement compliquées, les entrées de zone adverses étaient systématiquement compliquées. Avec un vétéran de plus en défense qui peut te permettre d'avoir Temernes 26, Vatanen 24. Alors certes, ils ont de temps en temps joué un petit peu ensemble, notamment au powerplay, mais ça te fait quand même 45 ou 50 minutes où tu as l'un des deux sur la glace, et la vie est quand même beaucoup plus simple quand tu as Vatanen ou Temernes sur la glace dans ton équipe. On enchaîne avec Ajoie qui reste sur une fessée dans les Grisons. Avant ça, c'était mieux. Il y avait eu une victoire à domicile contre Langnau. Bah, c'est typiquement, je pense, ce genre de match auquel on s'attend. Si on attend une victoire d'Ajoie en National League en ce moment, ce serait dans ce type de match. Je trouve qu'à domicile contre Langnau, même si Langnau est un quatuor étranger normalement, il y en a un qui est blessé. Sarela était absent. Voilà. C'est quand même solide. Hein, Pessonen, Grenier, et puis tu disais Sarela, et maintenant le dernier, j'ai oublié. Olofsson. Mais oui, bien sûr. Le meilleur compteur de la ligue. Évidemment. Donc voilà, on se retrouve avec quelque chose de... C'est nouveau, c'est solide, Langnau. Et Ajoie a réussi. Ils ont bénéficié aussi, malheureusement, parce que il ne faudrait pas que le joueur d'Ajoie soit blessé, mais de cette pénalité de 5 minutes à l'encontre de Schilt, qui a ramassé 5 plus match, et la sanction est tombée. À l'instant, ouais. Deux matchs de suspension. Voilà. Ils ont profité de ce 5 minutes, ils ont profité de ce powerplay. On sait que le powerplay d'Ajoie, normalement, est assez efficace. Oui. Donc, voilà, tant mieux, ils ont profité de ça, ils ont réussi à gagner. Et puis, alors, par contre, derrière, c'est un peu ce qu'on pouvait redouter au début de saison quand on analysait un peu les forces en présence, puis qu'on essayait d'imaginer un peu la saison d'Ajoie. Alors déjà, ils ont, selon moi, dépassé nos attentes en allant gagner à Zug, et puis en faisant des matchs des fois très serrés contre des bonnes formations. Par contre, le match je pense... C'est possible que tu aies même sorti cet exemple. Oui, mais le match du dimanche à Davos, parce qu'on l'a vu des dizaines de fois, et ça s'est passé avec des clubs beaucoup plus réguliers de National League que le HC Ajoie, et tu repars avec le même problème. Ça peut être la même chose avec un dimanche après-midi à Lugano, mais à Davos, il y a l'altitude qui ajoute en fait à ce petit problème. Bah voilà, quoi, t'as 3-0 après, je sais pas, moins de 5 minutes, et puis 4-0 après le premier tiers. Tu peux déjà te demander quel va être le plat à la fin de ton... Tu te dis, est-ce que je vais reprendre 2 fois les pâtes à la fin ou pas? Parce que c'est impossible de se dire que tu vas gagner ce match. C'est compliqué, hein. Davos. Justement, c'est l'exemple qui est tellement parfait. La veille,
gros match contre Langnau, une belle victoire. Le week-end est entre guillemets réussi déjà pour le HC Ajoie. Je pense que tu peux même enlever les guillemets. Hein. Il est réussi et le match à 15h45, donc en fait le moment où le match est terminé la veille, et le moment où tu prends le bus pour monter dans les montagnes, aller dans les montagnes grisonnes, il y a tellement peu de temps pour juste pour se remettre de l'effort de la veille. Alors oui, Davos jouait à Fribourg. Défaite à Fribourg, ils ont eu aussi un voyage après le match, ils sont rentrés en milieu de la nuit à Davos, mais ils sont aptes, ils sont capables d'enchaîner ça, ils le font régulièrement, et surtout ils ont une profondeur offensive qui leur permet de jouer tout le monde 15 à 17 minutes et puis d'avoir à chaque moment une ligne qui tient la route sur la glace. En quatrième ligne, tu as Julian Schmutz, Chris Egli, Simon Knack. Devant, tu as des Simic, Nussbaumer en troisième ligne qui vont très très bien avec Davos. Bref, il y a une vraie profondeur qui fait que c'est beaucoup plus facile d'enchaîner ces back-to-back samedi, dimanche, qui sont les pires. Mais d'ailleurs, je trouve que la ligue, là, ou en tout cas, mais les clubs sont consultés, bien évidemment. Hein, c'est pas Davos qui dit moi, j'aimerais bien avoir des matchs. C'est eux qui ont choisi aussi, parce qu'ils auraient très bien peut-être pu jouer le vendredi, samedi. Il n'y avait que ce match-là dimanche. Alors, je ne sais pas exactement dans quelles conditions, mais souvent, il y a des clubs qui préfèrent jouer. On se souvient que Genève Servette aimait bien jouer le jeudi. Oui. Parce que comme ça, ils avaient des professionnels dans les loges, des gens qui travaillent, qui préféraient être là le jeudi, puis comme ça, le vendredi, ils étaient en famille, et puis ils n'étaient pas embêtés pendant le week-end. Donc ça se comprend tout à fait. Tu peux choisir aussi, hein, dans certains cas, que tu... Mais c'est Davos qui choisit. Mais je pense que Davos aime bien jouer les matchs du dimanche après-midi. Exactement. Ah ben, entre un match le vendredi soir ou le dimanche après-midi, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui montent à Davos pour le week-end, de notamment la région zurichoise, c'est un avantage d'avoir ce match-là, parce que les gens ils passent le week-end, surtout un peu plus tard dans la saison, ils passent le week-end au ski, exact. Et après ils vont au match le dimanche après-midi, et tu rentres à la maison le soir. D'ailleurs, il y a près de 4000 spectateurs sur ce match-là, c'est pas tous les jours fête à Davos, et là, c'est pas si mal comme influence. Mais c'est alors, très bon point d'ailleurs pour ce truc le dimanche, ce qui est très drôle. L'hiver, on est tous des connaisseurs de la Suisse. On sait exactement comment ça se passe le dimanche en hiver en Suisse. Il y a quand même beaucoup de monde qui va skier. Il n'y a qu'à voir toute la polémique que ça crée autour du certificat Covid sur les pistes de ski. On fait un article sur... il neige. Je pense que c'est les meilleurs articles d'à peu près tous les sites internet en Suisse. C'est comme ça. Ma foi, c'est la vie. Et quelqu'un me disait à Lausanne une fois, eux, ils n'aiment pas jouer le dimanche après-midi. Ils demandent en général d'éviter. Il y a le match, des peluches et tout. Ils aiment des fois bien le mettre le dimanche, mais ils les usent avec parcimonie ces dimanches parce qu'ils ont les gens qui vont au ski. Et que du coup, 15h45, pour revenir, en fait, tu dois choisir. Est-ce que tu vas ce week-end au ski ou est-ce que tu vas à la patinoire? Et qu'ils préféraient les soirs de week-end plutôt, en l'occurrence, que le dimanche. Et je peux tout à fait comprendre... ce fait-là. Par contre, à Davos, effectivement, tu peux aller skier le matin et puis tu vas voir ton match l'après-midi. C'est un peu ce qui se passe quand il y a la Coupe Spengler, notamment. Quoi. Exactement. Du coup, Ajoa s'est fait un match de Coupe Spengler ce jour-là. C'était un moment compliqué à passer pour le HCA, mais 10 matchs, 9 points. Je disais la semaine passée que pour l'instant, c'était admirable le début de saison du HC Ajoa. Tu disais juste avant aussi qu'il dépassait presque toutes nos attentes, et plus que presque, il dépassait toutes nos attentes. Là, ils partent sur une saison à 45 points environ. Et moi, si j'avais dû parier avant la saison, j'aurais pas dit qu'ils allaient faire une saison à 45 points. Donc, ils y sont pas. Il faudra les faire les prochains. Mais pour l'instant, ils sont pas ridicules cette saison. Et c'était une des vraies questions qu'on pouvait se poser avant la saison. Est-ce que Ajoa va être à sa place ou va être complètement hors sujet? Des fois, ils le sont. Ils se prennent 6-0 à Davos. Ils se prennent une tôle à Berne. Voilà. Mais de temps en temps, ils vont être dans le match. Il ne faudra jamais les sous-estimer. Ce week-end, 2 matchs, de nouveau back-to-back à Fribourg vendredi soir. Et on revoit Davos le samedi soir cette fois. Tu vois, si on devait mettre quelque chose, je me disais ça va être difficile à Fribourg, c'est clair. Surtout que Fribourg va bien, on en parlera après. Mais est-ce qu'ils arriveront à se motiver, à se dire on a pris 6-0 contre Davos, ce coup-ci, on va leur montrer. Et tout en sachant que les organismes seront fatigués, forcément, avec un contingent assez court. Et il se passe aussi un truc un peu qui les rattrape à
à Ajoie, c'est ça qui est difficile. C'est que Hazen est tombé au combat. On avait dit quoi, 4 mois. Hein, Ouais. On a Asselin. Alors là, pour le coup, et on s'est un petit peu moqué gentiment de Roland avec l'effet Pécaliste, parce qu'il était invité au Pécaliste lundi. Bah, pour le coup, il est out 3 semaines. Il n'a pas marqué un but comme Blessé aux adducteurs, ouais, une Voilà. déchirure aux adducteurs. 3 semaines de pause. Et puis, Il parle d'une forte contusion, pardon. dans le- Ok. Et puis De Vos, qui a, lui, il avait mal au un pied. Et bah, c'est Iron Man, mais au bout d'un moment, l'armure, elle va quand même pas tenir. Et il a de nouveau joué plus de 25 minutes contre Langnau. C'est compliqué à tenir. On sait qu'il veut tout le temps jouer. Mais au bout d'un moment, ben voilà, et Ajoie est sur le marché pour chercher quelqu'un. Je me suis d'ailleurs posé la question. On part du principe, au début de saison, on dit, bah écoutez, de toute façon, il n'y a pas de relégation. Ça a été la narration d'Ajoie de dire, de toute façon, on s'en fout. On peut finir 13e. Est-ce que dans ces cas-là, même si tu as des gars blessés, des étrangers blessés, est-ce que tu as vraiment envie d'aller en chercher, des étrangers, en se disant, ou est-ce qu'ils peuvent pas se dire, bah écoutez, on prend l'argent de l'assurance, on économise un peu, ça fait toujours ça, et puis, ma foi, bah, on fait avec ce qu'on a, et on n'essaye pas de trouver quelqu'un. Ouais, c'est une bonne question. Après, il y a aussi l'idée que le début de saison est justement conforme aux attentes les plus folles, enfin aux espoirs les plus fous, dans le sens, ils sont complètement là, ils sont à la lutte, après 10 matchs, mais 10 matchs quand même finalement. Hein, c'est 20% du championnat. Bah, c'est ça, c'est ce que je me disais hier pendant le match de Genève. Je me suis dit, ouais, bon, faut pas paniquer, c'est le début du championnat. Après, tu dis, ouais, mais non, attention. Par rapport à l'année passée. Ouais. Il y a déjà 10 matchs de plus, parce qu'on avait commencé le 2 octobre, je crois. Donc, Exactement. On avait fait 52, enfin, ça n'avait peut-être pas allé jusqu'au bout, mais c'est là qu'on se rend compte que 52 matchs casés comme ça, Ouais. c'était sévère. Hein. Mais du coup, tu dois aussi vendre un produit. Tu dois faire venir les gens dans ta patinoire. Puis si tu montres que tu remplaces pas tes étrangers qui sont blessés, alors que finalement, tu n'as pas 10 matchs, 0 points et un goal average de moins 52, ça montre que tu n'as pas envie d'être compétitif. Et c'est un mauvais signal que tu ne dois pas envoyer à tes sponsors, aux gens qui t'ont soutenu dans cette aventure, etc. Et aux gens et aux joueurs, finalement, aussi aux joueurs sur la glace qui font le job actuellement, de ne pas remplacer des joueurs blessés pendant 3-4 mois. Je pense que ce serait une erreur. S'ils ont les moyens, et je pense qu'ils devraient les avoir, ben, il faut les remplacer, ne serait-ce que pour garder la motivation dans le vestiaire. Troisième club que l'on passe sous la loupe, c'est Lausanne, qui a perdu contre Zurich 3-2 vendredi. Au terme d'un match, j'ai été impressionné par le jeu zurichois. Ouais. C'était assez... S'il y avait un statement à faire pour dire que c'était que 3-2, parce qu'en face, il y a quand même une équipe avec de solides joueurs du côté lausannois, justement, mais ça tournait dans la zone, c'était impressionnant. Et il y a eu, on va évidemment en parler, le Nattelgate. Et puis, derrière, Lausanne va gagner un match qui n'est pas simple à aller gagner, parce que un samedi soir à Lugano, justement, quand tu as perdu à domicile, on va dire que Lugano, peut-être que j'ai sous-estimé ça, c'est qu'ils avaient eu un derby contre Ambry la veille à la Valachia, qui était ultra intense, un peu de la même manière que Lausanne avait eu un derby ultra intense contre Genève, et que derrière, ils avaient perdu contre Rapperswil. Oui. Donc là, il y a peut-être eu ça, qui a joué en défaveur des Luganais. Bah, ce qui est sûr, c'est que Lausanne a été bon, a gagné 4-1. C'est toujours cette même inconstance du côté lausannois. On attend de voir 2, 3, 4 matchs comme ça, un petit peu la même série positive que Bienne a eu, que Fribourg connaît actuellement. C'est ce petite chose où tu te dis, voilà, ils arrivent enfin à enchaîner. Ouais, alors, je suis pas totalement d'accord avec toi, on a le droit, c'est pas la fin de Cold Super Facts. bien. Mais ce gros match de Zurich contre Lausanne vendredi soir, Lausanne l'a certes pas gagné, mais dans le jeu, c'était solide. Il s'est passé quelque chose sur la glace. Il y a une bonne équipe lausannoise sur la glace. Le match d'avant, c'est contre Berne, et c'était très solide aussi. Berne n'était pas bon, certes, mais il fallait le gagner, ce match. Et c'est pas parce que l'adversaire est pas bon que tu peux pas faire un bon match. Et Lausanne a fait un bon match ce soir-là. Et à Lugano, Lausanne fait un bon match aussi. Et je trouve que ça fait ces trois prestations consécutives là sur ces 10 derniers jours qui sont solides, moi, je trouve. Et
Et du coup, l'aspect constance, j'ai quand même un peu l'impression qu'on est en train de le voir, gentiment mais sûrement. Alors certes, c'est une alignée de victoire-défaite, victoire-défaite, Ouais. victoire-défaite. Ça, c'est sûr qu'en termes de résultats purs, on n'y est pas. Mais en termes de volume, j'ai quand même l'impression que c'est pas mal. Maintenant, il y a un vrai problème, c'est comment on fait pour marquer des buts. Et Lausanne, c'est une équipe qui a deux buts par match depuis le début de la saison à peu près. 23 buts en 9 matchs. 2 et quelques, mais c'est pas une bonne attaque. Il y a eu 5 contre Berne, justement, 4 contre Lugano. Ça commence à voir. C'est ça, exactement. Et c'est à ce niveau-là où il va falloir qu'il y ait encore un pas vers l'avant qui soit réalisé. Mais moi, je suis assez positif et je l'étais déjà la semaine passée. Il n'y a aucune raison, ce week-end à 3 points, il n'y a aucune raison que ça change quoi que ce soit. Par contre, au classement, il y a quand même encore une petite pression qui est aussi induite par le fait qu'ils n'ont que 9 matchs finalement. Oui. Et donc, il y a des matchs en retard. Si tu fais la fameuse moyenne de points par match qu'on a un petit peu oublié depuis la saison dernière, Lausanne est quand même devant Berne. Et surtout avec 9 matchs. En fait, si tu rajoutes 2 victoires à la place et tu les montes à 11 matchs, ils sont aussi devant Lugano. Mm-hmm. Qui fait un bon début de saison. Donc je pense qu'ils sont aussi un petit peu rattrapés par le fait qu'ils ont un petit peu moins de matchs que les autres. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé vendredi soir, pour mettre dans le contexte. Donc, troisième tiers, on ne revoit plus Sekac ni Giannazzi. Sekac, on le voit assez bien parce qu'on se dit, tiens, il n'y a plus de top scorer. Voilà, puis Giannazzi, on se dit qui va faire le 7e défenseur, parce que depuis le début du match, il était 7e et il avait joué 6 minutes en 2 tiers. Moi, je me mets à la place de Joël Giannazzi, qui joue 6 minutes après 2 tiers-temps, alors qu'il est habitué à jouer la vingtaine, et puis il peut jouer en powerplay, il peut porter la rondelle, il peut faire beaucoup de choses sur la glace, puis là, il est à 6 minutes après 2 tiers. Moi, je peux comprendre que tu te désengages un petit peu. Je dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais à sa place, je pourrais un petit peu check-out, on va dire. Et ce qui s'est passé dans le vestiaire, il y a des histoires qui sont sorties, j'en ai entendu bien... Ça me semble assez clair, ce qui s'est passé, ça a été plus ou moins évoqué dans les différents médias. Peu importe, au bout du compte. Il y a eu une histoire de vestiaire, ils ont réglé ça à l'interne. Qui aurait dû rester à l'interne d'ailleurs. Mais absolument. Mais voilà, et pour une fois, c'est pas moi qui ai sorti les trucs du vestiaire où je me suis fait assez souvent taper sur les doigts. Oui, mais en même temps, de nouveau, si on les serre sur un plateau, c'est quand même compliqué. Mais effectivement, si John Foos dit non, pas de déclaration à ce niveau-là, puis il reste à pas de déclaration à ce niveau-là, et après, t'as tendance à fouiller parce que tu te dis qu'est-ce qui peut se passer. En fait, un pieux mensonge. Tu dis il a reçu une charge et tout, puis on va pas aller regarder tous les replays pour voir si effectivement il a reçu une charge. Tu te dis ils sont pas bien, il a un petit peu mal au genou. Ça serait sorti. Là, au moins, pour moi, John Foos a eu le cran de venir devant les médias. On a été très patient. On était avec Jérôme Renard après le match. On a dit non, pas de problème. On aimerait juste avoir ce qu'ont les deux parce qu'ils doivent être blessés. Ils n'ont pas rejoué. Puis on nous a fait arrêter un long moment. Il y a un meeting des coachs. Et c'était vrai. Hein. Au bout d'un moment, John est sorti et nous a dit d'abord, pas de commentaires. Puis au bout de la 3e question sur le sujet, il a dit non, mais choix du coach. Je les ai laissés dans le vestiaire. Ça reste à l'interne. Mais au moins, moi, je suis le premier à me plaindre, ou en tout cas à regretter, on va dire, les Pinocchio du milieu. Et j'aime bien dire qu'en fait, les gens en qui tu dois avoir confiance dans le milieu, c'est ceux qui te montrent le moins, c'est pas ceux qui disent la vérité. Parce qu'il y a toujours des choses que tu dois un peu cacher. Parce que tu peux pas tout dire en tant que dirigeant de club, et c'est complètement normal. Et ça fait partie du jeu entre un journaliste et la personne qui l'interviewe. C'est complètement normal. Du coup, là, moi, j'apprécie cette franchise-là, comme j'ai apprécié le fait que Joël Giannazzi vienne lundi après l'entraînement. On était également, Jérôme et moi, on passe pas notre vie ensemble, mais pour le coup, on était tout le temps là ensemble ce week-end. Et il est venu, il a dit ce qu'il avait à dire, ce qu'il pouvait dire, il peut pas tout dire, là aussi. Oui, il a sûrement des choses qu'il n'a pas pu nous dire à ce moment-là, mais c'est complètement normal. Mais par contre, il a eu le cran de venir vers nous et de nous expliquer et de ne pas se défiler. Et ça doit aussi être mis à son crédit, je trouve. Parce que la situation, elle n'est pas facile. D'ailleurs, Lausanne aussi, de laisser finalement, de ne pas verrouiller le truc et de laisser... Absolument. C'est très bien. Il faut aussi le noter. Il faut vraiment le noter. Et donc, c'est une situation... il s'est passé quelque chose dans le vestiaire, une histoire interne. Elle a été réglée à l'interne. Maintenant, est-ce que c'est juste ça le problème, c'est ce qui s'est passé ce soir-là, ou est-ce que c'est une situation qui est en train de bouillonner depuis un long moment quand même, parce qu'on sait que Giannazzi a été proposé à certaines équipes par le passé, l'était plus vraiment, mais peut-être quand même un peu de ce que j'entends avant ce match-là.
des bruits que j'ai à gauche et à droite, mais pas suffisamment solides pour écrire et faire un article là autour. Ça grouille autour de Gennady depuis un petit moment. Je parle pas au niveau du vestiaire et de son comportement, hein. Je parle d'un éventuel départ. Mais Oh, tu le mentionnais déjà la saison passée. Donc, absolument, il n'y a aucun secret. Et donc, est-ce qu'il y a une situation qui est un peu en train ouais, justement, de bouillonner, et puis que ça c'est juste l'étape d'après finalement. Et qu'est-ce qui va se passer actuellement, enfin désormais maintenant? Est-ce que ça va précipiter un éventuel départ de Joel Gennady? En même temps, c'est pas évident parce que c'est quand même un joueur. Les gens achètent son maillot à Joel Gennady. C'est quelqu'un qui fait encore vendre des maillots. Je suis sûr qu'il y en a qui en ont acheté il y a pas si longtemps et qui seraient déçus de le voir partir. Mais d'ailleurs, j'aime bien ce genre d'article, notamment dans la presse nord-américaine, quand il y a un joueur qui n'est pas en odeur de sainteté ou simplement qu'on arrive à la trade deadline puis que ça peut être je cherche à traduire le terme asset en français. C'est une pièce finalement. Une pièce, voilà. Que tu peux échanger. Que tu peux échanger. Et là, tu as fait un peu le tour des clubs qui pourraient être intéressés. Ce matin, la Berner Zeitung, je crois, c'est Andrew Ebbett qui dit qu'effectivement, ils sont intéressés par Joel Gennady. Et tu mentionnais, si je dis pas de bêtises, dans un possible échange, parce que toi, tu partais sur un échange en disant que Lausanne voulait récupérer quelque chose, qu'ils ne voulaient pas le céder. C'est ce que comme j'ai ils ont entendu. cédé Robin Grossman, comme ils ont cédé Josh Joris. Là, qu'ils avaient vraiment envie de récupérer quelque chose, plutôt en attaque, étant donné que la défense est fournie. Mais toi, alors, tu avais l'air de dire Thomas Thierry. Je trouvais que c'était pas complètement bête en termes de francophone. Défenseur, il doit bientôt être en fin de contrat, ça se trouve. Il est en fin de contrat. Voilà, donc ça peut... Mais c'est vraiment... Là, moi, j'ai joué en Amérique du Nord, ils aiment bien dire le armchair GM. C'est vraiment le gars dans son bureau, dans son canapé, qui se dit bon, moi, si j'étais Peter Svoboda... Bon, déjà, je parlerais à tous les médias, mais ça, c'est autre chose. Non, je ne vais pas revenir là-dessus. Bref, blague à part. Si j'étais Peter Svoboda ou John Foust, qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que j'aimerais en échange d'un asset, comme tu dis, comme Joel Gennady? Et effectivement, d'avoir... Peut-être, plutôt que d'avoir... C'est aussi une question de salaire. Qu'est-ce que tu veux? Économiser un petit peu d'argent? Est-ce que tu te dis, admettons qu'il soit payé, peu importe un montant X, en retour, je prends plus ou moins le même salaire parce que j'ai cet argent à disposition et donc voilà. Mais de te dire, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'avoir deux joueurs un peu moins chers, peut-être un attaquant et un défenseur pour amener cette petite profondeur supplémentaire en attaque? Lausanne a du talent devant, mais quand tu as un ou deux blessés, ils ont dû aller chercher un Loïc Inalbon à chaud de fond. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir un joueur supplémentaire. C'est aussi pour ça que j'ai mis... une option en disant à Genève, si ça pouvait se faire là-bas, tu te dis je sais pas moi, un Arnaud Ria, ou il peut y avoir Denis Smirnov ou des joueurs comme ça, et derrière Mike Filmin joue en attaque, tu dis pourquoi pas, là aussi c'est pour amener un peu de profondeur supplémentaire. Je réfléchissais juste à qu'est-ce qui ferait sens, on va dire. Oui, c'est ça, parce que de dire Gennady contre Vincent Praplan, admettons à Berne, puis tu dis ouais mais attends, non, il a encore tant d'années de contrat, enfin il faut que le joueur soit d'accord, enfin, on est... Exactement. Et c'est une situation qui n'est pas évidente, mais là, actuellement, j'ai l'impression que du côté de Lausanne, tout ce que j'entends pour l'instant, les différentes personnes qui m'ont parlé ont eu de la peine à pouvoir atteindre les gens. Pour l'instant, je crois que c'est assez compliqué, mais c'est complètement normal dans une saison. Il y a des moments où les GM sont plus ou moins réceptifs ou plus ou moins ouverts à la discussion. Là, en ce moment, ça ne l'était pas trop ces 4-5 derniers jours. Est-ce que c'est aussi pour attendre que tout le monde se positionne un petit peu? Là, on voit que Andrew Ebbett l'a fait. Est-ce que d'autres clubs vont venir sur le marché? Que veut Joel Gennady aussi? Parce que c'est aussi la question. Ils ne pourront pas l'envoyer à Ambry ou à Lugano si lui n'a pas envie d'aller à Ambry ou à Lugano. Bref, il y a beaucoup de choses à régler. Et au bout du compte, s'il ne va pas rester là, et puis tout se passera bien, et il va revenir en odeur de sainteté. On rappelle une chose quand même, l'année passée, à Étienne Froidevaux, on a fait le même genre de théorie pendant 3-4 mois, et au bout du compte, ça a été un joueur important du Lausanne HC. Jusqu'à la fin de saison, il s'est repris sa place tout seul comme un grand. Pourquoi pas Joel Gennady aussi, finalement. En attaque, je me dis. Non, mais même en passé d'attaquant. Pour moi, honnête, oui, alors c'est pas stupide ce que tu dis, vraiment pas, mais pour moi, il y a certains matchs, quand je vois Andrea Glauser jouer, certains matchs, il est tout à fait correct, voire il n'y a rien à dire. Mais il y a eu un ou deux matchs, notamment contre Zurich, moi je l'ai vraiment trouvé à la peine. Et un soir comme ça, si moi je suis Joel Gennady, je me dis, moi avec mes 6 pauvres minutes de jeu après 2 tiers, fous-moi le temps de jeu à Glauser, ça va pas être pire. Et donc,
que Genadzi retrouve sa place et finisse la saison à Lausanne, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut exclure. On parle beaucoup d'un éventuel départ, mais pour moi, ça doit être du 50-50 actuellement. Puis alors, il y a Sekac qui s'est fait bencher aussi à Lugano, et du coup, ça a permis à Phil Varon de revenir. Phil Varon qui connaissait un début de saison extrêmement compliqué, hein, pour le moins, à Lausanne, alors qu'il avait, on avait vanté ses mérites en disant qu'il avait été très très bon en AHL. Il n'était pas si ridicule que ça en KHL. Puis là, c'est un peu plus compliqué. À Lausanne, il a marqué un but, on va dire chanceux. Alors ça a peut-être débloqué. Est-ce que ça va débloquer quelque chose? Il aura l'occasion. Le match est mercredi soir, donc effectivement, on enregistre ça avant le match de Champions League, où il n'y a pas de limitation pour les étrangers, ce qui fait que le John Foust pourra aligner ses 5 imports sans se poser de questions s'ils sont disponibles, bien évidemment. Du coup, Varon, il faut peut-être le relancer. Est-ce que c'était juste un feu de paille comme ça, que ça va peut-être être un détonateur dans sa saison? D'ailleurs, on a une question à ce sujet qui est assez intéressante. C'est... est-ce que c'est Arnaud Torch, sauf erreur. Arnaud Torch, exactement. Voilà, c'est pas une question, c'est plutôt une réflexion de sa part, de se dire, est-ce qu'on surestime pas l'AHL et les performances dans le cas de Phil Varon? Et lui, il prend l'exemple de Andrew Miller avec Fribourg-Gotteron en 2018-2019. Il arrive tout auréolé de quasiment un point par match en AHL avec les Charlotte Checkers. Il a 52 points en 55 matchs. Puis à Fribourg, finalement, c'est 27 points. Et pourtant, il était sur le powerplay, il jouait avec Julien Sprunger. Enfin, il était mis dans de très bonnes conditions. J'aime bien cette réflexion. Elle me fait penser aux réflexions que moi j'avais il y a peut-être 15 ans, quand un joueur arrivait d'Amérique du Nord. Puis tu étais là, wow, quand même, il a 1 point par match. Puis il a même fait 9 matchs de NHL. Puis j'avais l'impression que quand un joueur avait touché à la NHL, c'était presque déjà un gage de qualité finalement. Dire, mais quand même, il a. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est aussi le niveau moyen du championnat de Suisse. Exactement. Finalement qui a complètement changé et qui a évolué. Mais oui, je pense que le point par match en AHL, ça doit doucement devenir presque trop faible entre plein de guillemets. Je vais te donner un exemple très concret. C'est Jean-Guy Trudel qui avait débarqué à Ambry en 2003. À cette époque-là, il débarque de Houston en AHL avec Nat Domenichelli. Il débarque les deux de là-bas. Il est à 79 matchs, 85 points avec Houston. NHL, il avait joué 1 match la saison d'avant, 3 celle d'avant, 1 avant. Il arrive avec 5 matchs de NHL en Suisse et plus d'1 point par match en AHL. Sa première saison en Suisse, c'est 47 matchs, 68 points. Ouais. Deuxième saison, 42, 58, 44, 59. Et t'es bon, Trudel. Oui. Et Nat Domenichelli, c'est 42 matchs, 59 points sa première saison aussi en Suisse. Et lui aussi, il débarque, donc, comme je disais, de Houston, 62 matchs, 63 points. Lui, il avait un peu de NHL, par contre, à la différence de Trudel. Mais Trudel arrive avec plus de points en AHL et il s'est imposé immédiatement, a été ultra dominant en Suisse. Et c'est vrai que cette époque-là où on partait du principe que 1 point par match en AHL, c'est très bien, en fait, ouais, ça peut, effectivement. Mais la AHL, est-ce qu'elle est toujours aussi cotée, quoi. Et est-ce que la Suisse s'est pas développée en un championnat qui est de bien meilleure facture que la AHL actuellement? Puis on a une question de Marc Egui. L'apport de Krakauskas, ce qu'on en pense, est-ce qu'une permanence au Lausanne Hockey Club serait possible, étant donné qu'il a encore joué il était à Sierre. Il avait été parqué à Sierre, et puis il a marqué mardi soir. Sierre a gagné 2-1 après prolongation. C'est lui qui a marqué le premier but sur passe de 2 Lausannois, Bougro et Arnold. Du coup, ça c'est bien pour que ces joueurs-là puissent avoir du temps de jeu. Enfin, c'est vraiment chouette pour eux parce que ça leur permet quand même aussi de se développer et d'avoir toujours leur rythme. Et puis, il a aussi posé la question pourquoi les étrangers de Genève sont systématiquement meilleurs que ceux du LHC. Alors ça, c'est un avis personnel de sa part. Bon, objectivement, c'est difficile de lui donner tort. En ce moment, en plus. Ouais, en ce moment. Après, systématiquement, Genève a historiquement de bons étrangers, c'est vrai. Hein, Peut-être que le scout Chris McSorley était vraiment pas le dernier des derniers pour aller chercher les gars. En tout cas, ceux qui sont là actuellement, Daniel Winnick, c'est lui, et Henrik Temernes.
c'est lui. Vatanen, bah forcément pas, c'est Marc Gauci. Pouliot, c'est Marc Gauci également. Mais Eric Fer, c'était lui. Voilà. Pour revenir à Emilius Krakauskas, pour moi, c'est une énigme. Je sais pas. J'ai pas la réponse à cette question. Ce que je peux dire, c'est que l'année passée, il a joué 27 matchs avec Lausanne. Il a fait son job. À savoir, on n'en attend pas grand-chose de lui. Est-ce que quand il a le puck, la Vaudoise Arena s'enflamme? J'ai envie de dire non. Par contre, il amène d'autres choses dans le jeu. Et on dit assez que Lausanne a peut-être une équipe qui est très talentueuse, mais est-ce que... Peut-être pas très travailleuse. Ouais, peut-être, je dirais pas travailleuse. Ouais. T'es sévère avec Lausanne aujourd'hui, j'en ferai attention. Non, je rigole. Non, peut-être pas ça, mais je dirais plutôt elle est peut-être un peu plus à jouer en périphérie, un peu plus... je prends l'exemple d'un Jason Fuchs, par exemple, qui est un super joueur, mais est-ce que c'est lui qui va aller rentrer dans l'art de son adversaire? Sûrement pas, c'est pas son jeu. Voilà. Et Krakauskas, il amène cette dimension-là que d'autres n'amènent pas. Même un Kenins qui est censé le faire, je le trouve pas aussi bon à ce niveau-là depuis le début de saison. J'ai pas vu tous les matchs de Lausanne non plus. Je peux pas... Peut-être que sur certains autres, il était mieux que ce que moi j'ai vu. Mais Krakauskas, il amène ça. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut là aussi mettre à son crédit, c'est qu'il amène de l'intensité, il amène de l'énergie. Et c'est quelqu'un qui va rester dans son rôle parce qu'il est déjà content d'être là. Et il va pas demander une seconde supplémentaire, un power play supplémentaire. Il va pas glisser en fin de shift à l'opposé de la patinoire pour le faire durer un petit moment. Concours Colfax. D'ici la semaine prochaine, vous pouvez nous soumettre le nom de la personne à qui je pense actuellement qui prolonge bien ses shifts. Envoyez la réponse par SMS. Dans quelle équipe alors? Ou par WAP à Lausanne. Okay. Ou par WAP à Colfax. Attends, ça marche plus ça. Non, blague à part, lui, il va rien demander, il va rien réclamer, il va faire son job. Chaque shift va être intense, chaque shift va être... voilà, il sait exactement ce qu'on attend de lui et il va le faire. Donc... je pense que pour un coach, c'est en tout cas bien d'avoir des gars comme ça dans son effectif. Maintenant, il y en a surtout maintenant avec la blessure d'Allemande qui est revenu sur la glace, donc il revient gentiment. Il va peut-être plus de place pour lui dans pas trop longtemps. Mais actuellement, moi, c'est une énigme dans le sens où ça m'épate qu'il ait une place dans une équipe qui est censée jouer le haut de tableau et qui a le contingent pour jouer le haut de tableau, mais il apporte vraiment quelque chose. C'est ça. Je trouve que... ma foi, il le prouve sur la glace. C'est-à-dire que si on peut être sceptique en lisant le nom sur la feuille à la base, dire on est vraiment sûr, on regarde un peu ses stats d'avant, on se dit ce qui peut vraiment amener quelque chose, puis force est de constater que si tu n'as pas ce profil-là, ou si ceux qui ont ce profil-là ne veulent pas assumer ce rôle défini, mais que tu en as un qui prend volontiers ce rôle-là à jouer peut-être un chiffre de 30 secondes, mais il les joue à fond quand on le demande, comme tu disais avant, tu te fais ta place. Finalement, l'entraîneur, lui, il va apprécier ça parce que exactement. C'est ce qu'il demande. Il a quelqu'un qui lui donne ce que l'autre a demandé. Donc, c'est assez parfait pour Lausanne dans cette situation-là. Et puis... il y a effectivement, on verra si Allemande revient, mais je pense que c'est pas forcément un Allemande qui peut gêner. Est-ce un ailier de puissance, est-ce qu'Allemande a vraiment ce rôle-là maintenant à cet âge-là? Parce qu'il faut mettre de l'intensité, il faut y aller. Il a cette jeunesse quand même, Krakauskas, qu'Allemande n'a pas. Absolument. Donc, moi je pense qu'il peut clairement se tailler sa place encore cette année à Lausanne. On passe à Bienne, qui après ses 8 victoires avait connu 2 défaites, mais surtout, alors justement, a su se relever et de fort belle manière, parce que même si Zug finalement alors déçoit, c'est peut-être un grand mot, mais je les attendais poil plus dominants en me disant que de toute façon Tangness allait arriver à te maintenir tout ça sous pression. Et il y a eu cette défaite contre Ajoie, alors que tu t'attends quand même pas à ce qu'ils perdent contre Ajoie à domicile, même dans un contexte de match où il y a 44 shoots à 12 ou un truc comme ça. Et là, Bienne, ils ont été chercher cette victoire. Il y a quand même toujours plein de blessés à Bienne. Oui. Parce qu'on parlait de Genève qui avait sa kyrielle de blessés. Bienne, c'est pas forcément beaucoup plus reluisant au niveau. Ils ont quand même une infirmerie qui est salement bien garnie en termes de talent, ne serait-ce qu'avec un Gaëtan Haas, par exemple. Mais d'aller gagner 4-2 contre Zug, très bon match de Michael Ugli qui va planter le 3-2 décisif, le 4-2 derrière et pas dans la cage vide. Donc
ouais, l'ambiance que met Antti Tormenen, je crois que tu en as parlé avec Damien Brunner aussi. Exactement, j'ai eu une interview, si tout s'est bien passé dans le pipeline entre le moment où on enregistre cet épisode et au moment où il est diffusé, c'est sur le site de Blick, j'ai fait une longue interview avec Damien Brunner que j'ai de manière totalement unilatérale et comme en Corée du Nord, disons, j'ai nommé lui Kim Jong-bo. voilà, joueur du mois de septembre. C'est l'occasion aussi d'aller faire une grande interview avec et de parler de voilà, pourquoi ça se passe bien à Bienne, pourquoi ça se passe bien pour lui. Et je l'ai trouvé très intéressant. On a passé un long moment ensemble où il m'a raconté comment lui se réinventait et comment il a accepté qu'il était moins explosif qu'à une certaine époque et comment il trouve des chemins pour continuer d'être dominant. Et là, il est vraiment actuellement, il joue plus près du but. Il a changé beaucoup de petites choses et c'est beaucoup d'ajustements. Et il m'a fait un plaidoyer en faveur d'Antti Tormenen, qui est selon lui l'entraîneur qui est le mieux, le plus fort de sa carrière dans la capacité à gérer tout le monde dans un vestiaire, à donner un rôle à tout le monde. Et on dit régulièrement à ce micro qu'à Bienne, le temps de jeu est tout le temps très bien géré. Ouais. Et là, de nouveau, contre Zug, t'as personne en dessus de 22 minutes. Il y a qu'un joueur en dessus de 20 minutes, c'est Victor Leuf. Et tous les autres, mais j'ai l'impression qu'on est un peu des perroquets de semaine en semaine. Mais là, il me le confirme lui, par contre. Il me dit, c'est quelque chose qui est important. Tout le monde a sa place dans le vestiaire. Tout le monde joue un rôle. Tout le monde sait pourquoi il est là. Et il a loué les mérites de Tormenen. Sans du tout remettre en cause Lars Lundberger l'année passée, en disant que c'était vraiment une période difficile pour lui et qu'il a fait le job. Et que selon lui, s'ils ratent leur pré-playoff aussi, sans se chercher d'excuses, c'est aussi parce qu'ils ont eu une quarantaine juste avant, et au pire des moments, et puis ils sont arrivés, ils étaient à plat, quoi. Mais il m'a dit, c'est pas qu'on n'était pas prêts. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment avec et j'espère que si vous avez du temps à investir, c'est un article assez long parce qu'on a parlé longtemps et donc j'ai dû beaucoup retranscrire. Mais j'ai trouvé Damien très intéressant et donc si vous pouvez faire une petite lecture, c'est pas perdu. Victor Le, 22 minutes 03 contre Zug. Sinon, on a encore Radgé, 20 minutes 13 et c'est les deux seuls qui dépassent les 20 minutes. Donc, il y a un joueur que j'aimerais... on a parlé d'Ugly. Typiquement, Ugly, 17 minutes de glace, 4 minutes sur le powerplay. On voit que c'est une des armes du powerplay à l'heure actuelle. On a Rayal à 4,15. On a donc Ugly à 4 minutes. Et puis Damien Brunner à 4,08. Alors, ce que j'aime bien avec Damien Brunner, c'est que on voit qu'il se rapproche de plus en plus du filet. Et que c'est qu'un temps, il était à la pointe en powerplay sur le côté, on va dire... le fameux spot à Ovechkin, c'est un peu le meilleur exemple qu'on peut donner. Et en général, les auditeurs voient tout de suite où est le spot d'Ovechkin sur un powerplay avec son tir de droitier. Brunner jouait là et il pouvait frapper d'assez loin. Mm-hmm. Et puis maintenant, ça passe un petit peu moins. Donc, il a changé son jeu et il s'approche un peu plus du but. Il me semble que tu avais fait un article, ça devait être la saison passée, sur Gregory Hoffman aussi, sur sa position par rapport où il marquait ses buts, de où il était. J'avais fait Motte et Hoffman, les deux. Motte et Hoffman, voilà. Et à un moment, il y avait aussi Nettinen au début de la saison. On regardait quand il scorait, quand il avait aussi scoré un match à 4... il avait marqué 4 buts dans un match. Donc, forcément que tu regardes Kubalik, là où il était placé, et puis voir à quelle distance du but il se trouvait. Ouais. Pour voir... si des fois il devait un petit peu se décaler pour de nouveau être aussi efficace qu'avant, parce que ça passait plus à tel point, il devait se mettre un petit peu ailleurs. Et ça me fait rire de penser plutôt sourire que Damien Brunner change un peu, et que ça se voit, je trouve. Mm-hmm. Mais Yakovenko, par exemple, aussi, je voulais parler de Yakovenko, qui fait partie de ces joueurs. On avait évoqué en début de saison le nombre d'étrangers nouveaux qu'il y avait dans la ligue. Alors là j'ai pas l'air malin sur ce coup-là. Non, mais bon. Moi non plus d'ailleurs. Et Rasmussen, Brome et Stransky pour prendre les 3 de Davos et plein d'autres. Löw, Yakovenko et compagnie. À un moment, on peut pas scouter tout le monde. Alors on peut faire les malins en disant vous avez vu, on avait dit que machin il serait bon. On s'est trompé peut-être sur Phil Varon. On pensait qu'il serait meilleur en début de saison, qu'il va se relever et montrer ses véritables qualités. Sekac, tu étais un petit peu plus circonspect en te posant la question de la vitesse. Ouais. Tu avais défini. Voilà, Yakovenko, on l'avait vu passer furtivement à Bienne une première fois. Oui. On pouvait pas dire
ah ouais, ce joueur, on voit quelle qualité il a. Et en ce moment, son tir, par exemple, puisqu'il est efficace, et il joue que 17 minutes. Et je me dis, c'est peut-être aussi une manière d'un Titoman de le protéger, et d'utiliser au mieux ses qualités, et de l'avoir peut-être le plus frais possible au moment où il a besoin de lui. Mais en ce moment, c'est pleine réussite pour lui, de la part de Martin Steinegger, dans le sens où il a recruté juste, quoi, pour l'instant. Et ils ont toujours droit à un étranger supplémentaire qui a toujours pas été engagé. Je me suis fait une réflexion, elle est basée sur absolument rien du tout, et je vais être obligé de vous rappeler Steinegger parce que je me pose des questions. Yanis Moser qui est renvoyé en AHL, est-ce que c'était une des options de se dire mais en fait viens plutôt faire une saison en Suisse parce que le niveau il est finalement, on en parlait juste avant dans le passage sur Lausanne sur le niveau de la AHL. S'il l'estime pas proche de la NHL, et pas suffisamment proche pour que ça vaille la peine de rester à disposition, est-ce que c'est une option? J'ai vraiment, c'est juste, je réfléchis Ouais. On parlera de la NHL juste après. Ça peut être là aussi la réflexion sur Yanis Moser, mais je pense qu'ils veulent le garder pour les glaces nord-américaines. Ça me semble plus logique en probable. étant deuxième ronde. Un deuxième ronde à 21 ans, qui plus est. Il est quand même plus proche. Est-ce que ça aurait du sens? Oui, bien sûr que ça aurait du sens pour un défenseur de le renvoyer puis qu'il ait de grosses minutes de jeu. Comme Tim Bernie, par exemple. Voilà, mais ils ont déjà ces grosses minutes en Suisse. À un moment, il faut qu'ils voient autre chose. Ouais, alors qu'un Tobias Geiser, qui a fait une saison à HL, qui a été prêté et qui est resté à Zug, qui est devenu champion et qui repart maintenant, voilà, bon, ça nous grille un peu ce qu'on voulait. C'était les 3 joueurs dont je voulais parler pour la NHL AHL. On fera pas de points NHL. Ouais, après. Si, on fera, mais on l'a déjà évoqué un peu là. Mais Yakovenko, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il prouve que c'est un super renfort. Ah ouais, complètement. Alors là, je suis bluffé jusqu'à présent par lui. De la même manière qu'on était positivement impressionné par Löw dans sa gestion défensive du match. Il n'y a pas besoin. Il n'est pas là pour envoyer un plomb en powerplay. Quand tu as Radgeb et puis justement tu peux avoir Yakovenko sur tes jeux de puissance, c'est largement suffisant. L'autre, il a un autre rôle. Et j'aime bien la construction d'effectifs comme ça, parce que là aussi, c'est beaucoup plus moderne qu'avant. En Suisse, on a quand même, comme il n'y a que 4 places d'étrangers pour l'instant, 5 ou 6 là, de la saison prochaine, ça va peut-être aussi diluer un peu l'impact qu'on attend des étrangers, et peut-être que ça les rendra, on sera moins dépendant. Mais on a ce côté en Suisse où un étranger, s'il ne plante pas, c'est un flop. Mm-hmm. Et Löw prouve que justement, maintenant, il y a eu d'autres exemples, c'est pas en 2021 que ça se passe, il y en a déjà eu par le passé, où on commençait à voir des joueurs à faire des tas de choses justes, et peut-être juste pas être à 1 point par match, et on disait pas que c'était des flops. Je pense notamment aussi à Corey Emerton. J'allais dire Lennart Petrel. Ah, tu dis à l'époque d'avant. Ouais. Bien sûr qu'il y a plein de joueurs comme ça qui ont été... Quand tu dis ça date pas d'aujourd'hui, effectivement, il y en a dans le passé. Et pour moi, Lennart Petrel, c'est un des joueurs qui était peut-être pas forcément le plus flamboyant du côté de Genève Servette. C'était en 2013-2014. Mais, alors oui, je suis allé sur sa fiche Elite Prospect, j'avoue complètement. Oh. Mais 21 points en 50 matchs. Mais il était hyper précieux, ce joueur. Sinon, on a parlé de Michael Ugly, pas Michael. C'est bien aussi que ce joueur-là, j'espère qu'il peut être constant et pas blessé surtout, en fait. J'ai l'impression que des fois, il peut connaître des super séquences. Et tout d'un coup, alors qu'on s'attend à le voir aller véritablement s'établir comme un buteur de National League, tout d'un coup, il est rattrapé par une vieille blessure et puis ça le coupe dans son élan. C'est un peu ton chouchou, j'ai l'impression, Michael Ugly, non? Il me semble que t'aimes bien ce joueur. Ouais. En fait, j'aime bien... C'est pas une attaque, hein. Non, bien sûr. Mais j'aime bien le passage, en fait, c'est un peu comme Marco Lehmann. C'est ces passages où tu vas chercher le joueur en Swiss League et que tu as cette espèce de scouting, finalement, qui te permet d'avoir vu juste. Julian Schmutz, il avait connu une bonne saison ou 2 bonnes saisons à Viège, en tout cas, là, c'est de mémoire. Et tu vas le chercher, puis tu te dis, c'est bien vu. Voilà que ça serve à quelque chose quand même, que cette ligue soit aussi un peu une ligue de développement. Ouais, mais ça me fait penser à Stefan Shannon, qui était avec la ligne Kelly Campbell à Langenthal pendant tellement d'années, et qui avait eu sa chance en
en National League. Notamment à Bienne, ouais. Voilà. Tu m'as rappelé ça d'ailleurs. Moi, j'avais son image de Bâle. Mais ouais, je trouve qu'il ne s'est jamais véritablement établi malgré des saisons pourtant qui étaient assez intéressantes et plus de 200 matchs en National League. Mais je trouve que c'est... Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien Marco Lehmann, Ugly, et puis le scouting de Steinegger, d'aller chercher justement ces gars. Dominique Egli aussi, qui était redescendu en Swiss League pour finalement remonter en National League et maintenant s'établir désormais à Davos. Théorème de Colfax, dernier club, c'est que tout va bien. Et ça va vraiment, vraiment bien parce que ce soit en championnat, 5 victoires de suite, ou en Champions Hockey League, 5 victoires sur 5 matchs. Dans une belle victoire mardi à Alexandre, menée 2-0. Alors, ils étaient déjà qualifiés. Ils se sont déplacés. Fribourg sans Brodin, sans Sprunger, sans Diaz. Berra était remplaçant. Ouais. Donc, on peut dire que ce n'était pas la meilleure équipe possible qui était alignée par Christian Dubé. Ça n'a rien changé. C'est la preuve que l'équipe est en confiance. On parlait de la deuxième vague de scoring pour Genève qui peine un peu. J'ai l'impression qu'à Fribourg, en ce moment, ça va bien. Nathan Marchand, ça va bien. Mauro York, ça va bien. Samuel Walzer, ça va bien. Connor Hughes, ça va bien. Desharnais domine. Motet reste comme il est. En fait, c'est ça. Moi, je trouve que la ligne, si tu regardes l'alignement, les RN et Rossi, ça devrait être de eux que devrait venir la solution, avec Bikoff également. Et en fait, la solution, elle vient de cette troisième vague, presque au moment où la deuxième vague péclote un tout petit peu. T'es trop Covid, toi. Et effectivement, Walzer fait un début de saison, fait une saison actuellement, on va dire, et il a une passe actuellement qui est excellente. Ouais, c'est vraiment dernièrement. Au début, c'était un tout petit peu plus compliqué. Et Nathan Marchand, tu l'as cité avant, est très bon. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est David Desharnais. De sa ligne avec Brodin et Motet fonctionne à merveille. Offensivement, ils dominent tout le temps. Ils sont tout le temps dans la zone offensive. Contre Davos, c'était particulièrement flagrant, j'ai trouvé. T'as une équipe de Fribourg qui est dominante, qui fait le jeu. Les seules individualités qui sont dominées sur la glace, en général, c'est quand Eren, Rossi ou Bikoff sont sur la glace. Régulièrement. Et la ligne avec Di Domenico, Sprunger, Schmidt est excellente. La ligne dernière est très bonne. Et après, tu as encore une troisième vague avec Marchand, Walzer, etc. Donc là, actuellement, le puzzle de Christian Dubé, il est complètement en place actuellement. Et tout roule, tout simplement. Don't fix it if it's not broken. Mais du coup, il y a quand même... Tu mentionnais Aaron, on a la question de Gaëtan Grossrieder qui dit que faire de Aaron? Est-ce qu'un trade est possible? Il a encore une année de contrat après celle-là. Il a un joli contrat, on se rappelle, on en avait abondamment parlé quand il était signé par Fribourg, dans le sens de... On se mettait à la place de Lausanne, est-ce qu'il aurait fallu le garder? Puis après, tout d'un coup, on se disait, mais est-ce que tu montes les enchères jusqu'à tel point? Fribourg a accepté de payer la somme X que Lausanne ne voulait pas payer. Donc, Yannick Eren, j'ai regardé ses statistiques avancées en championnat après le match du week-end. C'est le joueur qui, lorsqu'il laisse sur la glace, il y a le moins de jeu qui est créé par Fribourg-Gotteron. Et lorsqu'il laisse sur la glace, c'est le moment où Fribourg-Gotteron concède le plus de shoots. Tu me diras, des fois, c'est aussi un petit peu lié, on est d'accord. Mais en Corsi against et en Corsi for, il est le pire de l'équipe comparé à tous ses autres coéquipiers. Et c'est une catastrophe. Ce qui veut dire que les stats, je m'excuse de te couper, les stats amènent aussi ce que l'œil voit. Appuie complètement l'œil. Puisque la plupart des supporters de Fribourg n'ont pas besoin d'avoir justement accès à toutes ces stats-là pour se dire, pas un problème avec Yannick. Exactement, et c'est toujours ça. Et les deux, c'est pas tout le temps le cas, mais quand l'œil et les stats sont alignés, là... C'est un cas qui me semble clair. Et oui, Eren, c'est vraiment pas simple. Est-ce qu'un trade est possible? Un trade est toujours possible. J'ai l'impression, en Amérique du Nord, beaucoup plus qu'en Suisse, mais il y a tout le temps une raison de prendre un mauvais contrat à quelqu'un d'autre. Tu mets un choix de draft, tu sais que pour ton cap management sur le futur, autant prendre un gros contrat d'abord qui va expirer. Bref, il y a toujours des raisons de trader un mauvais contrat.
En Suisse, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que on veut pour notre argent, parce que l'argent qui est dépensé, il n'y a aucun intérêt à le dépenser maintenant pour pas le dépenser après. C'est des mécaniques qui n'existent pas encore. Peut-être qu'un jour elles existeront. Maintenant, Eren, dans cette ligue, on sait ce qu'il est capable de faire quand il est mis dans une bonne situation, mais en même temps, j'ai l'impression que ça devient presque une licorne, le Yannick Eren de deuxième ligne qui peut te planter ses 15 ou 17 buts dans de bonnes conditions. C'est exactement ce qu'a voulu engager Christian Dubé et lui a donné l'occasion d'être ce joueur-là. Bah, ça ne marche pas. Donc, un trade, je sais pas, avant on a parlé de Joel Genadzi, tu le renvoies à Lausanne, mais je pense qu'il y a des émeutes en ville, donc non. Je sais pas qui pourrait être intéressé. Forcément, si tu dis à Ajoie, on t'envoie Yannick Eren, ils disent oui, s'il vous plaît, mais vous payez toujours, hein, on est d'accord. Non, non, ça va pas se faire. C'est difficile, c'est un gros contrat et c'est un joueur qui est décevant. Et maintenant, est-ce que tu gardes une... Alors, admettons, c'est pas cool, évidemment, mais une retenue sur salaire. Parce que ce qui se passe aussi des fois en NHL, c'est de dire, écoutez, vous prenez le contrat machin à 8 millions, mais nous, on prend 2 millions de ce contrat-là. Est-ce que ça, ce serait envisageable de dire, sur les X, on garde 100 000 Absolument, ouais, absolument. C'est ce qui peut se faire. Ou un échange de salaire en disant, moi, je t'échange mon joueur à peu importe X, toi, tu m'échanges tel joueur à X. Chacun continue de payer son gaillard. Finalement, on change pas le virement permanent sur son compte et puis tout le monde est content. C'est juste qu'il change de vestiaire. C'est quelque chose qui peut se faire également. Mais là, actuellement, la valeur de marchand de Eren, elle doit pas être au plus haut. Ce serait moi, j'aime bien les buy low, mais là, c'est buy at the lowest, on va dire. Et acheter très bas. Donc, si on prend... si tu prends quand il est à sa valeur... à la bourse, c'est un meilleur temps d'acheter quand l'action est assez basse et puis la revendre quand c'est un peu plus haut. C'est un bon moyen de faire du business. Là, ce serait au plus bas, disons. Et c'est peut-être un pari que quelqu'un a envie de tenter, mais... De nouveau, si le contrat n'était pas aussi lourd, je suis long. sûr... Ouais. Et si se terminait en fin de saison, Exactement. ça changerait aussi la donne. Parce que tu dis, écoute... relance-toi. Voilà. Chez nous. Et c'était ce qu'a fait Josh Jarvis. Josh Jarvis, il a rompu son contrat avec Lausanne pour en signer un nouveau avec Genève d'une année aussi, en se disant, j'ai meilleur temps d'arrêter ce contrat-là, certes lucratif, mais où je vais peut-être pas beaucoup me mettre en valeur, pour aller à Genève où j'espère pouvoir me mettre en valeur. Je parie sur moi. Ok, je mets X de côté. Ça, c'est malin. Mais voilà. C'est très nord-américain, par ça. Exactement. Je m'assieds sur X dizaines, centaines de milliers de francs. Mais par contre, mon prochain contrat va être revalorisé parce que je crois en moi. Et Eren peut difficilement le faire parce qu'il lui reste 1 année et demie de contrat et pas juste quelques mois cette saison. J'aime beaucoup l'exemple de Joris parce que je trouve que c'est excellent de voir. En plus, tu l'as dit avant quand on a parlé de Genève, il est bon. En ce moment, c'est une des satisfactions du côté de l'équipe de Patémon. Donc, ça prouve bien que lui, il a parié sur lui et même si l'équipe va pas bien, s'il y a un truc à sortir, c'est « Ah, mais dis donc, Joris, il gagne ses engagements. Ah, mais dis donc, Joris, il va au filet. Ah, mais dis donc, Joris, il est présent dans le jeu. » Ok, si t'es, admettons, Berne ou n'importe quoi, peut-être que s'il faut refaire un contrat, il y aura beaucoup moins de problèmes de prendre le contrat actuel qu'il a à Genève et peut-être de monter, de dire « Écoute, moi, je fais pas de la surenchère, mais je monte, je t'offre 50 000 de plus. » Ok, très bien, merci pour un rôle assez intéressant. Je reste en Suisse, je compte de toute façon pas comme un étranger. Et ça, le contrat et le fait que ce soit un Nord-Américain joue forcément en la faveur. Parce qu'Eren, ce serait quand même compliqué de dire je m'assieds sur mes 2 dernières années de contrat, je renégocie un contrat d'1 année avec quelqu'un, et puis... Mais là, non. J'y crois un petit peu moins à cette... Et c'est complètement logique. Hein. Bien sûr, bien sûr. Beaucoup aimé Connor Hughes. Aussi, je voulais qu'on en parle un petit peu parce que on sait, et j'ai l'impression que c'est un peu une récurrence, et si je devais reprendre des propos de notre ami Roland, Béra dépendant, hein, on a un peu l'impression que... Mais ce serait aussi le porte-voix de plein de personnes, de dire Fribourg est Béra dépendant ou pas, finalement. Et Hughes, avec 3 matchs consécutifs, puisque Béra était malade, si je dis pas de bêtises, en tout cas ce qui était annoncé, il commence à faire le taf. Et on s'était dit, quand il y a eu le match contre Ambry, où il était mis pour cette inauguration de la nouvelle patinoire. Puis il était jeté au lion ce jour-là, ouais, clairement. Voilà,
on va dire, ah, c'était pas super, il a peut-être fallu faire différemment. Oui, on est toujours plus malin après. Puis là, 3 victoires de suite. Finalement, quand Fribourg va bien, ils sont pas Béra dépendants, j'ai l'impression. Non, et surtout, Fribourg, défensivement, on laisse peu de choses. Et on l'a vu contre Zurich, on l'a suffisamment vanté la semaine passée de cet excellent match contre Zurich. Blanchir cette équipe de Zurich, c'est quand même pas simple. Et parce qu'ils ont laissé aucun centimètre carré de glace à l'adversaire, parce qu'ils arrivent à bien verrouiller la ligne bleue, leur ligne bleue. Et ça simplifie forcément le travail du gardien derrière. Et Cornelius en profite aussi actuellement de ce bon travail-là. Ça me fait penser que quelqu'un a juste émis, je sais plus où c'était, mais a parlé de Mauro Dufner. Et en disant, il est pas mal ce Mauro Dufner, finalement. Alors, j'avoue que j'ai pas pu regarder en détail les performances de Mauro Dufner. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au moment de la signature, c'est typiquement le genre de joueur, quand tu arrives, puis que les 2 signatures, c'est Diaz-Dufner, tu viens pas comme étant le sauveur absolu. Non, il joue en box-play, il joue juste, il perd pas de puck, il est solide. Et oui, je pense qu'il fait clairement le job. Actuellement, j'ai pas l'impression que David Abicher soit trop regretté du côté de Fribourg. On en reparlera dans 5 ans, ce sera peut-être le cas. Mais actuellement, l'échange Dufner-Abicher, à mon avis, doit satisfaire finalement tout le monde. Contre Langnau, il était aligné avec Diaz, il a beaucoup joué avec Diaz d'ailleurs. C'est une paire qui tient la route. Il bénéficie aussi de jouer avec un Raphaël Diaz. Tout est un peu plus simple quand il n'est pas malade. Et il joue du box-play. Ouais, c'est un bon apport pour Fribourg-Gotteron. C'est une profondeur qui leur fait du bien, parce que défensivement, il en manquerait peut-être quand même encore. D'ailleurs, ça me fait penser que tu parles de Raphaël Diaz malade. On a vu qu'il n'était pas en Suède. C'était mis vaccin. J'aime beaucoup la transparence de ça, parce que on sait que c'est un choix personnel et tout, mais j'aime bien qu'on nous dise il est pas là parce qu'il a reçu, je crois, la 2e dose ou quelque chose comme ça. Et ça me fait penser que on a critiqué aussi en disant que certains sportifs étaient pas très vocaux à ce niveau-là, au niveau de la vaccination. Nous, on s'est toujours défendu, on a toujours défendu ce système-là en pensant que c'était ce qui nous permettrait de sortir de cette merde. Et du coup, on a Shaqiri qui a sur les réseaux sociaux Ich bin geimpft. On a Marco Müller à Lugano aussi, plus les footballeurs. Mais j'ai vu passer sur l'Instagram de Marco Müller, il y en a sans doute d'autres, mais j'ai trouvé que c'était hyper bien. Que s'il y a certains qui hésitent encore un petit peu, on ne sait pas, voir les sportifs le faire. Le mettre en avant, ils ont ce rôle, ils ne sont pas obligés, il n'y a aucune raison, aucune obligation. Après, c'est vrai que moi, sur certains problèmes certains thèmes on va dire de société, j'aimerais bien que certains soient un peu plus vocaux, comme tu l'as dit. Là, en l'occurrence, c'est courageux de leur part de le faire, parce que c'est quelque chose qui divise. En même temps, Shaqiri, il est habitué de diviser l'opinion depuis environ toujours. Donc, il se dit finalement, ceux qui m'aiment pas pour X, Y et autres mauvaises raisons vont pas commencer à m'aimer pour cette raison. D'ailleurs, je peux imaginer que si on fait les diagrammes de veine, il y a j'aime pas Shaqiri parce qu'il s'appelle Shaqiri et je me vaccine pas. On peut voir une intersection. Les diagrammes de veine peuvent tout à fait fonctionner, à mon avis, à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est bien de leur part de le faire. Et après, voilà, les joueurs qui sont toujours pas vaccinés, il y en a quelques-uns par vestiaire. La Liberté avait fait une interview, un sujet là autour le matin dimanche dernier, on a aussi parlé. C'est un vrai thème. Et oui, la liberté individuelle, mais que des gens qui sont exposés donnent leur avis et osent l'assumer. Moi, je trouve ça super et c'est effectivement totalement louable. En parlant des vaccins, d'ailleurs, on peut finir là-dessus. Cet épisode, ça permet de parler aussi un petit peu de NHL. C'est que le 15 octobre, alors j'avoue que c'est notre collègue Jean-Philippe Presselwenger qui m'a alerté à ce sujet pour dire qu'il voulait savoir si effectivement les rosters devaient être confirmés pour les Jeux Olympiques de Pékin le 15 octobre, et visiblement, effectivement, oui. Il n'y a pas que les joueurs de NHL qui sont concernés. Toutes les équipes, donc les 12 équipes qui se retrouvent à Pékin au mois de février, doivent rendre une liste de 50 joueurs au 15 octobre. Alors bon, forcément que pour la Suisse,
entre la dizaine de joueurs de NHL, ceux qui sont NHL, AHL, comme on a parlé d'Yanis Moser, comme c'est un régulier de l'équipe de Suisse maintenant, il n'y a pas trop de problème. Geiser, là aussi on en a parlé, et là je parle à mon prof d'anglais, Raphaël, au Hershey Bears, parce que l'autre fois je l'avais fait faux, donc j'ai dit que ce coup-ci je le ferais juste. Parler de Tim Bernie n'a jamais été encore appelé en équipe nationale, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour lui, mais la liste de 50, elle va dire elle est un peu grande en Suisse, mais pour le Canada, c'est clair que tu regardes la liste des 50 puis tu fais ouais, moi je les prends tous, en gros. Oui, mais je pense qu'objectivement, tu les prends quasi tous pour faire une équipe. Si tu as 20 défenseurs, tu regardes le nom des 20 défenseurs, tu fais ouais, ils ont leur place pour les Jeux Olympiques. Puis les 30 attaquants, tu te dis pareil. Déjà que tu dois faire un choix pour en avoir 4 centres, admettons. Puis quand tu fais la liste des 5 centres canadiens, les premiers qui te viennent, puis tu te dis je dois en enlever un des 5. C'est complètement fou. Donc ça. Et pour revenir à la vaccination, de dire forcément que visiblement Pékin, c'est. Enfin, c'est pas visiblement. C'est quarantaine de 3 semaines si tu n'es pas vacciné. Du coup, Lars Weibel, là aussi dans un article de Watson, a dit en gros, c'est une obligation déguisée parce que 3 semaines avant, le joueur il est en championnat, il va pas partir 3 semaines s'isoler en Chine pour pouvoir jouer les Jeux Olympiques. Donc, il va falloir se vacciner. Et c'est d'une certaine manière, tout le monde va être contraint. Si tu vas aller aux Jeux Olympiques, puis comme c'est le rêve de n'importe quel joueur, je ne sais pas en l'occurrence, s'il y a des joueurs de l'équipe de Suisse, puisqu'il y avait beaucoup de vaccinés quand même, une immense majorité. Oui. Tu parlais de Fribourg, c'était 80% qui étaient vaccinés, et puis il y avait 2 personnes du staff. Donc ça, tu peux déjà les enlever. Donc ça faisait quoi, 4 joueurs. Je crois qu'au Lausanne HC, c'est 100%. T'avais dit, je crois, c'est ce que tu avais écrit. C'est ce que j'avais écrit, il me semble. 100% à Zug et à Lausanne, je dirais. Exemplaire. Et du coup, ça c'était vraiment très très bien. Et normalement, il va falloir choisir. Pour la NHL, comment tu vois, toi, ce début de saison tu vois des Suisses nous faire, une petite surprise, un joueur qu'on s'attendait peut-être pas à voir craquer le roster, on va dire. Sven Berchi, c'est toujours un joueur de NHL, lui, non? Exactement. En plus, il l'a mentionné, il a dit je me vois encore comme un joueur de NHL. Exact. Et je me demande, lui, il a un petit peu sa dernière carte. Il arrivera à 30 ans la saison, enfin, en fin de saison, en cours de saison à venir, il aura 30 ans. Mais c'est le genre de joueur qui trouve toujours un moyen de signer un contrat. Ça peut nous rappeler un Yannick Weber. Exact. Qui re-signe chaque fois son contrat d'une année, qui re-signe d'une année. Un petit peu Lucas Biza aussi. Exactement. Et la saison dernière, il est à 14 points, 24 matchs de AHL. Il n'a pas brûlé la ligue, mais il s'est toujours joué au hockey, Sven Berchi. Et il n'y a pas si longtemps, il était encore dans le roster à Vancouver. Donc, il n'est pas loin d'avoir toujours le niveau, j'ai l'impression. Et comme je disais avant, il a toujours à 29 ans actuellement. C'est encore ses meilleures années. Pourquoi pas une bonne surprise avec lui? Moi, je me réjouis de voir Pius Suter avec Détroit. Oui. Parce qu'il a déjà, je crois, marqué en tout cas 2 buts en pré-saison. Et ils lui font confiance. Il a un contrat qui est tout à fait gérable. De 2 ans, j'ai trouvé très malin de signer un peu de 2,5 millions et pas vouloir essayer de faire absolument sauter la banque après sa très bonne saison à Chicago. J'aime bien ces joueurs qui sont pas on va dire greedy, qui veulent absolument récupérer du pognon maintenant et tout, un peu comme Romagnosi qui avait signé son très très gros contrat qui était finalement un contrat tellement favorable à Nashville parce qu'il coûtait que 4 millions par saison alors qu'il était parmi les meilleurs défenseurs du monde. Pius Suter, je trouve que ce contrat est très intéressant. Et puis bien évidemment, pour finir aussi, j'espère que Gregory Hoffman va réussir à se faire une place au Columbus Blue Jackets. Ce serait pas une bonne surprise, parce que nous, on sait exactement ce qu'il est capable de faire. On l'a vu ici. Et, la défense de Genève a sûrement encore pas compris ce qui s'est passé sur ce but dans le dernier match de la finale, qui est finalement un peu la dernière image qu'on a de Gregory Hoffman en Suisse. Il part avec 4 mètres de retard, et puis il arrive avec 4 mètres d'avance au gardien adverse, puis il marque son but, et puis au revoir, merci. Il a ramené le trophée, et voilà, ce serait chouette qu'il y arrive, et il a tout pour bien faire en tout cas, et il a les qualités il a le jeu qui est taillé pour réussir en Amérique du Nord, donc bonne chance à lui. Et voilà, on arrive au terme de ce 7e épisode.
de la saison 4 de Colfax. D'ici la semaine prochaine, vous pouvez toujours nous poser des questions. Là, on en a eu quelques-unes, on y a répondu avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à continuer. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à interagir avec nous, vous abonner à nos différents canaux sur Spotify, sur SoundCloud, sur YouTube, etc. Sur Spotify marche très très bien d'ailleurs. Eh ben, magnifique, c'est celui sur lequel j'écoute mes podcasts également. Donc, je comprends ce choix. Et d'ici la semaine prochaine, profitez bien. Allez, faut vous faire vacciner pour ceux qui n'ont pas encore fait. Non, ça, c'est pas notre débat. Chacun fait comme il veut. Gregory Bo, ich bin geimpft. J'ai pas vraiment la même influence. Mais non, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.